Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Catherine Grivet-Bonzon et je suis maître d'enseignement et de recherche dans le laboratoire de didactique des arts, de la musique et du mouvement de la faculté de psychologie et de sciences de l'éducation de l'Université de Genève. Cette communication décrit et analyse une partie des savoirs en jeu dans les pratiques musicales juvéniles liées aux musiques amplifiées telles qu'elles peuvent se jouer en dehors de tout cadre formel institutionnel de pratique. Nous y interrogeons les modes d'appropriation des esthétiques dans leur dimension d'horizontalité et de verticalité, à la lueur des concepts de la didactique articulés à ceux de la philosophie, dans le cadre d'une transmission de savoirs musicaux et extra-musicaux distante de la forme scolaire. Nous chercherons à montrer une partie de la logique multimodale d'apprentissage mise en place par de jeunes musiciens, appuyés sur les pratiques sociales de référence. Les modalités d'accès au savoir des musiques amplifiées s'inscrivent dans un système complexe qui transcende les modes traditionnels de transmission pour ancrer les acteurs dans les pratiques culturelles de référence en réinterrogeant la place de l'enseignant et au-delà de la scolarisation. Nous émettons l'hypothèse que c'est à travers l'expérience musicale et esthétique autonome comme processus de construction non formelle et informelle d'un faisceau de savoir et au-delà comme base à sa construction identitaire que l'adolescent forge son autonomie émancipatrice au sein de la communauté de pratique artistique et du groupe de pairs dans un partage du sensible revendiqué par le genre. Il s'agit de prendre en compte où et comment l'apprentissage se fait hors du paradigme scolaire. Nous mobiliserons cependant le cadre épistémologique de la didactique des apprentissages, postulant du fait que les savoirs externes au système scolaire, directement issus des pratiques sociales de référence, des musiques amplifiées, se transmettent malgré tout et autrement et constituent un champ praxéologique fécond pour l'objectivation des savoirs en construction. Nous développerons nos analyses à partir de 3 questions de recherche. Quel type de savoir et ou apprentissage sont recherchés par les jeunes musiciens en quête d'un développement de l'expertise autonome de leur pratique? Quels sont les outils et les démarches de construction des apprentissages adoptés par les acteurs et comment ces apprentissages sont-ils articulés entre eux? Et enfin, comment sont construits les savoirs dans les interactions liées à la pratique que nous considérons ici comme un processus de co-construction des apprentissages. Les situations de transmission des musiques amplifiées ont été majoritairement abordées à partir des cadres théoriques de la pédagogie et de la sociologie dans les contextes anglo-saxons et francophones. Nous nous situons quant à nous dans le champ de la didactique des apprentissages musicaux. Nous réinterrogerons le triplet des genèses comme descripteur de l'action, la chronogénèse, la topogénèse et la mésogénèse, dont je vous fais grâce des définitions. Nous centrerons notre observation sur les itinéraires d'apprentissage et les contenus sans préjuger de leur degré d'appropriation par la population retenue. Nous articulerons le champ de la TACD à celui de la philosophie au regard de la volonté épistémique des acteurs de se situer en dehors de l'institution scolaire comme forme dominante de transmission des apprentissages musicaux, réaffirmant la dimension sociale et collective de ces derniers dans un partage du sensible au sens de Rancière. Nous nous appuierons sur Illich pour penser, je cite, que ce serait plutôt l'effet d'une participation sans contrainte, d'un rapport avec un milieu qui a ici un sens. Nous avons choisi une méthodologie qualitative, considérant la diversité des modes d'accès aux différentes formes de savoir inhérents aux pratiques observées. Nous optons pour une triangulation des méthodes pour comprendre quels savoirs les jeunes musiciens de l'étude construisent et comment ils les articulent d'une manière dynamique et systémique qui donne sens à leur action. Nous avons choisi l'observation de répétition, des entretiens semi-directifs, l'analyse des réseaux sociaux par le prisme des tutoriels et des clinics comme ressources mises en œuvre par les acteurs dans la construction de leur savoir et de leur expérience musicienne, et l'observation d'une activité centrale, le repiquage de plans, comme mode d'accès au savoir sur l'œuvre. Traditionnellement informelles et plurielles dans leur mode d'apprentissage, les pratiques sociales de référence liées au courant des musiques amplifiées mobilisent une pluralité de ressources. Repiquer les plans à partir d'une source audio reste un gage d'appartenance à un mode du rock, où les compétences musicales développées et les stratégies d'accès à l'œuvre restent subordonnées à l'expertise de l'oreille de l'interprète et à son assiduité solitaire à la répétition de la tâche. Les savoirs experts et savants, interprétatifs et techniques ou solfégiques,
en construction sont de plusieurs natures. Nous en voyons ici quelques exemples. L'incorporation d'une tradition musicale, la constitution d'un vocabulaire mélodique et stylistique, l'acquisition de développement de compétences rythmiques, l'acquisition ou le développement de compétences techniques, etc. Cependant, si la plupart des acteurs interrogés décrivent leur expérience comme vécue sur le mode de l'autodidactie, nombre d'entre eux mettent en place des stratégies de parcours diversifiées relevant d'une triangulation du système didactique entre le sujet apprenant, l'objet d'un savoir et un alter. Les réseaux sociaux sont en ce sens une des ressources privilégiées. Tous les acteurs de la recherche utilisent les ressources numériques à des fins de formation, de manière personnelle ou collaborative, sans désir de se conformer à une méthode. Ils travaillent sous les conseils filmés de blogueurs ou de leurs références artistiques. Le contrat didactique n'implique pas de face-à-face maître-élève et n'offre pas de possibilité de régulation ou d'étayage, présupposant des capacités déjà là. L'observation des plateformes utilisées par la population de l'enquête nous montre des vidéos à visée didactique conçues sous la forme d'une alliance de cours et de démonstrations performatives constituées de processus ostensifs qui se donnent à voir à travers le discours et la gestuelle, propres à caractériser les techniques personnelles et le jeu des musiciens de référence. Nous retenons une dimension active de l'observation et une part prépondérante de la dévolution dans le processus d'apprentissage. Les acteurs s'orientent prioritairement vers une pluralité de ressources visant un travail technique et interprétatif dans des clinics ou des capsules focalisées sur un objet précis d'enseignement. Nous relevons deux types de ressources. Le tutoriel, qui didactise un objet d'apprentissage spécifique en montrant pas à pas comment atteindre l'objectif, et la masterclass d'un musicien à la renommée généralement internationale. Nous voyons ici quelques savoirs repérés dans les vidéos analysées. Des savoirs techniques, des savoirs agogiques, des savoirs liés au style de jeu des interprètes, aux variables de jeu possibles, aux genres musicaux, des savoirs liés à la composition, etc. Le numérique démultiplie les ressources d'apprentissage des adolescents qui les mutualisent. C'est au sein même de la pratique collective, comme mise en acte de l'objet musical et apprentissage expérientiel du partage, de l'échange, de la confrontation à l'autre, que se fonde la spécificité du genre. Si l'objectif des acteurs est la production collective de musique, nul doute que la répétition est le lieu d'apprentissage à travers les interactions qui se jouent en son sein. Elle est un espace interactionnel de construction de savoirs musicaux, techniques et interprétatifs, autant que de savoirs d'expertise dans les situations où le milieu est par nature antagoniste, caractérisé par des aspects matériels autant que symboliques. Nous donnerons ici deux exemples. La répétition comme rituel, de par la structuration typique que vous observerez ici, qui permet aux musiciens non seulement d'entrer dans le jeu et d'y faire leur place, mais aussi d'exercer leur expertise dans un cadre tacitement prédéterminé et structurant. Et puis le travail des corps ou l'appropriation des codes comme autant de signes plus ou moins négociés de valeur et d'appartenance à une communauté de pratiques dont les acteurs se revendiquent et qu'ils construisent ensemble durant les répétitions comme prémisse des performances scéniques à venir. En conclusion, nous dirons que plusieurs enjeux, à notre sens significatifs, se dégagent des analyses. L'activité et les processus métacognitifs qui y sont associés réinscrivent l'adolescent au cœur de l'action collective dans un partage de la scène comme métaphore de l'espace public, dans un partage du sensible au sens de Rancière. La situation ne s'inscrit pas dans un dispositif didactique mis en place par autrui, mais dans une véritable expérience de vie au sens de Dewey, où les modes de transmission, tant horizontaux que verticaux, installent l'adolescent dans le double régime de singularité et d'universalité. L'adolescent, en s'appropriant la partition topogénétique, se réapproprie la scène de manière symbolique et opérationnelle, réinterrogeant la place de l'adulte dans la situation didactique. Il pratique une activité qui prend sens pour lui-même et pour ceux qui la partagent avec lui, d'égal à égal. L'égalité comme base démocratique corollaire de l'émancipation intellectuelle n'y est pas un objectif institutionnel, mais elle se pose et se joue entre les membres comme exigence. L'enjeu y est,
au-delà du plaisir musical et amical partagé, la condition d'une démocratie épistémique. L'expérience esthétique devient le lieu et la place de la parole des adolescents qui prennent part à la vie artistique à travers l'appropriation et la construction effective de savoir. Je vous remercie pour votre intérêt et pour l'attention que vous avez portée à ma communication.